Good morning. So as Vincent said, I will talk about the emergence of safe and organic vegetables in Hanoi, and I will mostly stress the role of markets and public support for this development. So the context around Hanoi is, and in Vietnam in general, is a very small-scale agriculture, as the average land area for agriculture in Vietnam is less than 1 hectare. And for vegetables, it's rather less than half an hectare. And the increasing use of imported, sometimes highly toxic pesticides, and this relates for rice to herbicides, and for vegetables mostly to insecticides. And so the value, for instance, of imported pesticides has risen by 20% per year in value between 2005 and 2012 because of a range of reasons. So the first one is the lack of farmers' knowledge on appropriate pesticide use. And in the studies carried out by CIRAD scientists as well as Wageningen scientists, when we make the relation between pesticides and yields, we find that, in fact, farmers very often use higher quantities of pesticides, which are really beyond the point of maximum yield per pesticide amount. So this is mostly due to a lack of knowledge of the relationship between pesticides use and yield. And also, there is an illegal trade of quite toxic pesticides from China that the government has a lot of difficulties in controlling. And also the development of resistance of pesticides, because the more you use, the more you have to use. This is quite well known. And in parallel with this increasing use of pesticides in Vietnam, there is a higher and higher distrust of consumers in the safety of food, and for fruits and vegetables in particular. So a recent consumers survey by colleagues from CIRAD, Estelle Bienabe and Isabelle Vagneron, showed that 90% of consumers in Vietnam, in Hanoi, think that food is unsafe. And this is because the media regularly reports some health problems due to pesticide residues, and also because there is a growing distance between consumers and their sources of food, as consumers buy more and more vegetables from shops or markets, which are supplied by retailers, supplied themselves by wholesale markets, supplied themselves by collectors, supplied themselves at farmers. So the chain is getting longer, and the consumers do not really know where the food comes from. And in fact, in the same consumer survey of my colleagues, they found that the most important criteria for consumers to have trust in the quality of food is the knowledge about origin of food. And it's not only local origin that makes them more trustful relative to food safety, it's that the origin of a food is known by a label or by a dialogue with their supplier. And not knowing this food origin anymore is a big source of worries for consumers in Vietnam. So there are indeed regulations on pesticide use, but they are very difficult to enforce by the government. The major reason being the very small nature of farming in Vietnam, so they cannot control millions and millions of farmers. So the Vietnamese government has quite a pragmatic approach. They know that they cannot control all the farmers in Vietnam, so they chose to support some groups of farmers in particular for them to develop safe and organic vegetables.
So this approach is pragmatic, but of course it has also a lot of drawbacks, because it's as if there was only a niche market where the food safety is guaranteed, and the rest of vegetables is unsafe in a way. So I'm not, because my time is short, I'm not going to in the details of the history of safe and organic vegetable development in Hanoi, but what I want to stress is that there has been a parallel development of regulations for safe and organic vegetables and of the market for safe and organic vegetables. So what I put as SV in this table, it means safe vegetables. So it started in 1995 with a program by the Ministry of Agriculture and Rural Development, which set some regulations which are very close to Codex regulations about food safety. But in addition, with control and certification, and at that moment, they mostly certified that the soil and water was safe for growing vegetables. So it's more a certification about the conditions for vegetable production rather than a control on the product per se. So they developed a lot of IPM training through farmers' cooperatives, and also they supported shops where groups of farmers could sell the so-called safe vegetables. When I use safe vegetables, it's what is labeled as safe vegetables. It does not necessarily imply that vegetables are safe, even though when we carried out some analysis of pesticide residues, we could prove that safe vegetables were safer than conventional vegetables. Then it was in the same years, 1997, that the first supermarkets emerged in Vietnam, and supermarkets, as soon as they started selling vegetables, they sold safe vegetables. They labeled vegetables as safe, and they tried to get their supply from the cooperatives which had benefited from this IPM training. Then we had the Organic Vegetables Program, which was developed by ADA, a Danish NGO. And they did a lot of farmers training on organic vegetables, and also they tried to convince the government to have a regulation, a standard on organic vegetables. And this standard was adopted 10 years later. It took a lot of time. In 2008, there was a public standard on organic vegetables, which is close to IFWAM standard, and also at the same time, a standard called VietGAP, which is based on the principles of Global Gap, with a lot of control in the field, which is not always adapted to the situation of farmers, because, for instance, they require that there are toilets in the field, and it is not very practical for farmers to. And the relationship with the safety of vegetables is not that direct, so they don't really see the point. So at that moment, the number of vegetable farmers was still quite small, only 10. And now there are 70, well, yes, presently there are 70 organic vegetable farmers around Hanoi, which are supported by Ricolto NGO, so it's no more a Danish NGO, it's a Belgium NGO. And at the same time, the number of cooperatives or companies with a safe vegetable certificate has increased a lot, while the number with VietGAP certificate is still very small, because the safe vegetable certificate, which is a public certificate developed and controlled by the Plant Protection Department, is quite cheap and easy to get. And now, at the moment, we have a lot of points of sales of safe vegetable in Hanoi, but before, the shops selling safe vegetable,
safe vegetables were managed by farmers and groups of farmers. Now they are all managed by traders. So here you see the big increase in the shops and supermarkets selling safe vegetables. This is to show that the cost of production of safe vegetables is higher than the conventional vegetables. And the most difference is related to labor cost. So this is quite classical. The farmers using less insecticides use more labor to control the disease and to eliminate the plants with disease. And also they face more marketing costs to label their product and sell it in appropriate points of sales. So at that time, but the study is quite old, it would be good to update it. The production costs were higher by 30%, and the price of safe vegetables was also higher by 30%. For organic vegetables, the difference is even higher, and organic vegetables are sold twice the price of conventional vegetables. And the marketing chain for safe or organic vegetables is shorter than the conventional chain, with more direct marketing between cooperatives or companies and supermarkets, retailers in shops, and also in schools, because the schools are very worried about the safety of vegetables, so they try to have direct links with cooperatives farming safe or organic vegetables. This represents less than 10% of total quantities of vegetables, which goes through these safe or organic marketing chains. And you see in the picture that usually this kind of vegetables is labeled and packaged under plastic. So fortunately now we have very small quantities of vegetables packaged under plastic, because what is the point of producing safe vegetables if you pollute the planet with a lot of plastic to label them? But now it's no more used so widely, the plastic. Anyway, this is another topic. And here we only compared, but the data is quite old. We compared the different types of certification methods according to their costs. And this is just to show that the VietGAP and Global Gap certification is too costly for farmers. And for organic vegetables, we have now the development of participatory guarantee systems, which are quite adapted to the farmers' financial situation. So in conclusion, what I would like to stress is that we can have a virtuous circle of development of vegetable safety when we have an increased consumer trust, which is translated into higher price premiums, which gives farmers more incentives to use less pesticides if using less pesticides decreases the yield. But as I said at the beginning, we have also a strong role for the increased farmers' knowledge on pesticides, because sometimes they use too much pesticides with no effect on the yield, and also a public control on the banned pesticides. So these market and policy incentives can bring some change in the farming practices with reduced use of pesticides, which in turn can increase consumer trust. If in addition to the change in farming practices, we have the development of labeling, certification, more farmer-consumer links, the control on labeling frauds, because
in a lot of shops now in Vietnam, there is the sign organic vegetables, but in fact it's not organic, and there is no sanction for using the term for what is not appropriate. And also we recommend the development of farmers' markets to develop the farmer-consumer links and increase consumer trust. And here I just put some recommendations for research in addition to more technical research, because there is a lot of research to be done to know the possible substitutes for chemical pesticides. But the social scientists have also quite a strong role to play to assess the impact of alternative marketing and quality control strategies in terms of trust, food safety, and costs, and to evaluate the roles of farmer organizations, private buyers, and public bodies in guaranteeing food safety as a public good. And finally, to identify conditions for upscaling success stories in terms of quality development involving small-scale farmers. Because as I said, at the moment, we have mostly a niche market. So how to make more links between mass and niche markets? And we think that the alliances of farmer organizations are quite key for this scaling up. And here I put some references which I quoted in this presentation. Thank you. Merci beaucoup, Paul, pour cette présentation très intéressante qui met bien en avant le rôle que peuvent jouer certains instruments comme les normes publiques et privées et la façon dont le marché est structuré. Sur les normes publiques et privées, il y a Nathalie Linrey qui va faire une présentation tout à l'heure qui fera sans doute écho à certains aspects qui ont été évoqués ici. On a aussi quelqu'un de l'IFOAM qui sera dans la table ronde, donc qui, j'imagine, aussi reprendra un certain nombre de tes points. Merci, Paul. Je vais prendre 3-4 questions. Je ne sais pas si Océane, au niveau du chat, ou Servan, s'il y a aussi des questions. Mais d'abord, on va commencer avec la salle. Est-ce qu'il y a des questions pour Paul? Donc, je vois que Rémi lève la main. Peut-être on va prendre 3 questions et puis Paul répondra ensuite aux 3. Merci beaucoup, Paul. Je pose ma question en français. Je ne sais pas si... Oui, comme tu veux. J'ai été frappé par le fait que la confiance accordée ne repose pas sur des mesures objectives et tu as très peu fait mention de la présence, du fonctionnement de laboratoires d'analyse. Et comment ces laboratoires doivent fonctionner? Est-ce qu'ils doivent dépendre du gouvernement, enfin, être public ou est-ce que ça peut être privé? Donc quel est le rôle que justement doivent jouer ou peuvent jouer de tels laboratoires, dans la mesure où on sait que c'est un facteur limitant dans beaucoup de pays en développement? Donc, par rapport à cette expérience-là au Vietnam, quelles seraient tes observations, tes commentaires et recommandations éventuelles? Merci, Amy. Ouais. Marie-Christine. Et complémentaire avec cette question, est-ce qu'il y a un organisme certificateur autonome? Quelle procédure effectivement de certification? Est-ce qu'il y a encore une autre question? On va commencer par ces deux-là. Oui, merci. Oui, c'est bon. C'est bon? Ouais. C'est bon? Oui. Je pense que le Vietnam est un des pays du monde qui a le plus de laboratoires d'analyse, flambant neuf. Ça a été, en général, comme c'est un problème, ces questions de qualité sanitaire au Vietnam, ça fait 20 ans qu'on en parle. Et donc, tout le monde est effrayé, tout le monde veut changer les choses. Et donc, que font en général les organismes de coopération? C'est financer un labo d'analyse. Voilà.
Mais ces labos sont très sous-utilisés. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a beaucoup de contrôles qui se font. Mais après, c'est toute la question, c'est vraiment la sanction. Et c'est un sujet extrêmement délicat. Et là aussi, je pense que les sciences sociales ont vraiment un gros rôle à jouer. Parce que le gouvernement est très embêté sur la question des sanctions, parce que c'est tout de suite très médiatisé. Et ensuite, il y a vraiment des zones de production qui sont blacklistées, enfin, dont la réputation est perdue à jamais. Et même si les producteurs, ils essaient, ils font des efforts pour redresser la situation, vous savez qu'une mauvaise réputation sur un marché, ça prend beaucoup plus de temps à être renversé qu'une bonne réputation. Donc c'est pour ça, je répète que là, l'approche du gouvernement, je trouve qu'elle se défend en partie dans le sens où ils ont un peu renoncé à faire un contrôle systématique, parce qu'ils savent que ça ne pourra jamais être systématique, de toutes les zones de production, et ils sont plutôt dans l'incitation des comportements positifs que dans la sanction des comportements négatifs. Alors, je dis c'est pragmatique dans une situation de difficulté de contrôler une myriade de petits producteurs, et aussi d'avoir une suite, un follow-up d'un contrôle qui montre qu'il y a des problèmes. Alors là aussi, mais bien sûr, c'est pas du tout idéal comme situation. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de contrôle, surtout sur les pesticides vendus, pour vraiment, là, être très strict et supprimer toute la vente des pesticides vraiment toxiques. Mais ensuite, comment sanctionner les producteurs qui utilisent des trop fortes doses, par exemple, etc. Ça, pour moi, c'est une question extrêmement délicate. Voilà. Mais donc, ce n'est pas un problème de labo. Voilà, je veux vraiment insister là-dessus. La question n'est pas les laboratoires, parce qu'il y en a plein et ils sont flambant neufs. C'est plutôt l'organisation du contrôle et le lien contrôle-sanction réputation. Voilà, pour moi, là, on est vraiment sur un point clé, et c'est vraiment un sujet de collaboration entre sciences biologiques et sciences humaines. J'ai une autre question. Je trouve que ce qui est très intéressant dans ce que tu as ciblé sur des fruits et légumes qui sont destinés au marché aux consommateurs vietnamiens. Ce que je trouve vraiment très intéressant, parce qu'effectivement, il y a un coût de la certification. Et est-ce que les consommateurs vietnamiens sont prêts à payer ce coût? Et tu aurais pu prendre l'exemple d'autres filières, telles que bien évidemment le café, le thé, qui sont pour l'exportation. Et j'imagine que là, le schéma est complètement différent. Donc, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui. Alors, cette question du coût de la certification, elle est effectivement très importante. Mais même à l'export, alors quand je parlais de Global Gap, c'est utilisé sur les fruits exportés du Vietnam. Mais c'est tellement cher, c'est à plus de $3000 par hectare, parce qu'ils contrôlent 300 critères. Et là, donc, même à l'exportation, en fait, les producteurs de fruits ont beaucoup de mal à suivre Global Gap. Donc, ce coût de la certification, effectivement, c'est un gros souci. Et c'est pour ça que la certification vietnamienne Safe Vegetables, elle est relativement peu coûteuse. Et en plus, elle est fortement subventionnée par le gouvernement. Et ça, donc, oui, c'est un système qui fonctionne relativement bien. Alors, c'est sûr que c'est plutôt une certification sur les conditions de production et sur le fait que les agriculteurs ont été formés.
Et il y a très peu de contrôle de produits. Donc, elle n'est pas aussi fiable qu'une certification Global Gap, mais au moins, elle est adaptée à la situation des agriculteurs. Voilà. Donc, je pense là encore, en termes de recherche, c'est vraiment important de travailler sur ce trade-off entre le coût de la certification et la possibilité pour les agriculteurs de financer en partie cette certification. Ok, il y a une troisième question. Je passe mon temps avec le masque. Vous pouvez enlever le masque. Donc, bonjour. Ce serait bien aussi de vous donner votre nom et oui. votre affiliation, comme ça on sait. Alors, je suis Stéphanie Rabot, je ne suis pas chercheur. Je suis chargée d'affaires marketing à la DIMS au CIRAD. Et donc, mon rôle, c'est la mise en relation avec les entreprises. Et j'ai en tête, du coup, les vergers du Mekong, qui a la volonté d'aider, d'appuyer les agriculteurs dans la région du Mekong vers des pratiques plus vertueuses. Et du coup, je me demande comment, justement, les gouvernements appuient les bonnes volontés pour des privés, du coup, pour accompagner ces acteurs. Quels sont les leviers? Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont étudiés et est-ce qu'on voit des possibilités de mieux accompagner ces acteurs pour qu'ils jouent ce rôle de diffusion et de sensibilisation des producteurs sur un bassin? Et du coup, ça touche beaucoup de producteurs dans un même cadre. Oui, je pense que là, je n'ai pas tous les éléments pour répondre à votre question, surtout que je n'ai pas travaillé au Sud-Vietnam et en plus, ça commence à faire un peu longtemps que j'ai travaillé sur ces sujets. Je pense que le gouvernement vietnamien, là encore, est assez pragmatique. Donc même si c'est un gouvernement communiste, ils travaillent beaucoup, ils sont plutôt favorables au développement de la grande entreprise. On le voit pour les supermarchés, dont ils ont vraiment favorisé l'implantation. Ils sont aussi assez favorables à l'agriculture contractuelle et avec des entreprises qui fournissent de la formation et des intrants aux agriculteurs. Et ça me fait penser à une question à laquelle je n'ai pas répondu sur les laboratoires de référence ou les systèmes de contrôle de référence. Il y a une dizaine d'années, je ne sais pas comment la situation a évolué, mais il y avait des organismes certificateurs de référence qui étaient accrédités par le gouvernement. Mais quand on regardait de près, c'était quand même des sociétés très liées au gouvernement, soit vraiment directement. Par exemple, les centres de recherche au Vietnam, ils peuvent certifier aussi. Et ça, là encore, c'est quand même pas idéal comme système parce qu'ils sont un peu jugés partis. Et ils financent une partie des recherches grâce au coût de la certification. Donc voilà, c'est pas idéal. Et il n'y a pas vraiment un secteur privé qui est à même de certifier les produits sans soutien de l'État pour le moment. On va prendre une dernière question parce qu'on est un peu short au niveau de time. Donc, on va prendre la question de monsieur et puis après, on va passer à la présentation de Luc. Merci. Christophe Poser, AIDA, agronome, filière Cannes. Merci pour cette présentation. La composition du prix, c'est essentiel. Notre collègue hier, Philippe Barrette, nous l'a rappelé, le collègue belge. Je voudrais revenir sur les leviers de ces prix-là, s'il te plaît. C'est le prix des légumes ou le prix de la certification? Le prix des légumes, oui. Sur la composition, du prix. Il y avait une baisse effectivement des coûts liés à... Voilà, c'est celle-ci, merci. Oui. Liés aux insecticides, mais il y avait aussi une baisse sur les fertilisants. Je voulais comprendre quel était le levier pour baisser les prix des fertilisants. Insecticides, on comprend qu'on en met moins. Fertilisants, quel peut être le levier? Oui, parce que là, d'ailleurs, ils en mettent plus, parce que justement, autant comme pour moi. Dans les SAFE, ils mettent un peu plus. Les fertilizers sont un peu plus coûteux que ils sont plus chers parce qu'ils sont. C'est-à-dire que comme ils sont formés pour vraiment améliorer la qualité des sols en termes de fertilité, ils mettent un peu plus d'engrais. Aussi, le problème au Vietnam, c'est que la recherche, elle est insuffisante sur les alternatives aux produits chimiques. Donc même en
ce qu'ils appellent organic vegetables, souvent ils mettent des organic pesticides, donc qui sont aussi relativement chers sur le marché. Et pour les fertilizers, ils ont du mal notamment à trouver du fumier animal autour de Hanoï ou des engrais verts. Donc ils sont encore dépendants un peu de la chimie pour les engrais. Oui, autant pour moi pour les fertilisants. Donc ils en mettent un peu plus en fait. Ok, c'est qu'il y en a plus au contraire. Et Ouais. sur le labor cost, est-ce que c'est parce que les ouvriers sont mieux rémunérés à la tâche ou est-ce que c'est le même tarif? Là, il y a très peu de salariés. Hein, c'est vraiment une agriculture familiale. Mais donc là, on a évalué le temps de travail. En fait, on a valorisé le temps de travail passé. Voilà. Merci. Et ils passent plus de temps à surveiller, à enlever, à désherber, etc. Et d'ailleurs, sur ce point-là, tu n'étais pas là hier, mais François-Xavier en a parlé hier après-midi en mettant en avant le besoin de travailler sur la petite mécanisation. Si on voulait passer vers des pratiques plus respectueuses, il fallait travailler sur la petite mécanisation. Oui, et puis en plus, tout ça s'est ramené au kilo, et à l'heure actuelle, les rendements sont plus bas. Mais là encore, la recherche a un rôle à jouer pour augmenter les rendements en utilisant des sources plus naturelles pour les pesticides et pour l'engrais.